Dans l'univers souvent artificiel d'Hollywood, où les relations naissent et meurent au rythme des contrats et des flashs des photographes, certaines connexions échappent à toutes les règles. L'amitié entre Kevin Costner et Whitney Houston appartient à cette catégorie rare d'attachement authentique, profond, presque sacré, qui traverse les décennies et survit même à la mort. Leur histoire commence bien avant que les caméras ne tournent, bien avant que le monde entier ne tombe amoureux de leur alchimie à l'écran, et elle continue encore aujourd'hui, 13 ans après la disparition de Whitney, quand Kevin Costner, à 70 ans, parle encore d'elle comme si elle était à côté de lui. Tout démarre avec un scénario écrit en 1975 par Lawrence Kasdan. À l'époque, le projet s'appelle The Bodyguard et est imaginé pour Steve McKean et Diana Ross. Le script passe de studio en studio, de star en star, sans jamais voir le jour. En 1989, Kevin Costner, auréolé du succès planétaire de Danse avec les loups, rachète les droits. Il a 34 ans, 2 Oscars dans la poche et une conviction absolue. Le rôle de la chanteuse superstar doit être tenu par une vraie chanteuse, quelqu'un dont la voix peut faire trembler une salle entière. Il cherche pendant des mois. Il voit des dizaines d'actrices confirmées. Puis, le 27 janvier 1991, il allume sa télévision. Le Super Bowl XXV vient de commencer. Whitney Houston, 27 ans, apparaît sur le terrain du Tampa Stadium vêtue d'un simple bandeau blanc et d'un survêtement. Elle chante l'hymne national américain. Sans micro visible, presque a cappella sur les premières notes. L'Amérique est en guerre du Golfe, les soldats regardent depuis le désert, les familles pleurent devant leur poste. Costner se lève d'un bond. Il dira plus tard, à ce moment précis, j'ai su que ça ne pouvait être qu'elle. Whitney Elizabeth Houston est née le 9 août 1963 à Newark, New Jersey, dans une famille où la musique coule dans les veines. Sa mère, Cissy Houston, est choriste pour Aretha Franklin et Elvis Presley. Sa cousine est Dionne Warwick. Sa marraine est Aretha elle-même. Dès l'âge de 11 ans, elle chante dans la chorale gospel de la New Hope Baptist Church. À 15 ans, elle fait déjà les chœurs pour Chaka Khan. À 19 ans, elle est repérée par Clive Davis dans une boîte new-yorkaise. Le président d'Arista Records lui signe le plus gros contrat jamais accordé à une débutante. Son premier album sort en 1985. Il reste 14 semaines numéro 1. Il se vend à 25 millions d'exemplaires. Le deuxième album, Whitney, en 1987, entre directement numéro 1, une première pour une femme. 7 singles consécutifs numéro 1 au Billboard Hot 100. Un record qui tiendra 30 ans. On l'appelle The Voice, Prom Queen of Soul, America's Sweetheart. Mais derrière le sourire parfait, il y a déjà des ombres. En 1980, à 17 ans, elle rencontre Robin Crawford dans un camp d'été à East Orange. Elles ont 2 ans de différence. Elles deviennent inséparables. Dans ses mémoires publiées en 2019, Robin raconte une relation amoureuse intense qui durera 2 ans. Puis Whitney, terrifiée par l'image publique, la pression religieuse et la carrière qui explose, y met fin en offrant à Robin une Bible. On ne peut plus continuer comme ça, sinon ils nous détruiront. Elles resteront meilleures amies, confidentes, inséparables pendant 20 ans encore. En 1991, Kevin Costner appelle personnellement Whitney. Il lui dit la phrase qu'elle répétera toute sa vie dans les interviews, « Si tu ne fais pas ce film, je ne le ferai pas ». Elle accepte, terrifiée. Le tournage est repoussé de 18 mois pour qu'elle termine sa tournée mondiale et tombe enceinte. Elle épousera Bobby Brown le 18 juillet 1992, quelques semaines seulement après la dernière prise. Sur le plateau, elle arrive avec un entourage de 25 personnes. Costner obtient que Robin Crawford puisse rester en permanence près d'elle, chose rarissime à Hollywood. Le réalisateur Mick Jackson, anglais et discret, n'ose pas la diriger. Costner prend doucement les choses en main. Il lui murmure à l'oreille, « Si tu es perdu, regarde-moi dans les yeux, on ira dans un coin et je t'expliquerai jusqu'à ce que tu sois prête. » Il tiendra cette promesse tout le tournage. Il y a des moments de pure magie. La scène du premier baiser nécessite 17 prises parce que Whitney éclate de rire à chaque fois. Costner ne s'énerve jamais. Il lui sourit et dit simplement, « On continue jusqu'à ce que ce soit parfait. » La scène où elle chante I'm Every Woman dans la discothèque est tournée en une seule prise, Whitney dansant réellement pieds nus parce qu'elle se sent plus libre. L'idée du début a cappella de I Will Always Love You vient de lui. Il appelle personnellement Dolly Parton pour obtenir l'autorisation. Dolly pleure au téléphone. Si Whitney le chante comme ça, je veux que ce soit elle pour toujours. Le single sortira le 2 novembre 1992 et restera 20 semaines numéro 1.
Il deviendra le plus gros succès féminin de l'histoire à l'époque. L'affiche iconique où Costner porte Whitney dans ses bras n'est même pas Whitney. Elle était déjà rentrée chez elle, épuisée. C'est sa doublure lumière, la tête enfouie dans l'épaule de l'acteur. Costner impose cette photo au studio qui voulait absolument le visage de la star bien visible. Il dira, non, c'est exactement cette émotion-là qu'on veut transmettre. Le film sort le 25 novembre 1992. Il rapporte 425 millions de dollars dans le monde. La bande originale reste un an dans le top 10 et se vend à 45 millions d'exemplaires. Whitney remporte enfin son premier Grammy pour le single. Le monde entier croit qu'ils sont amoureux. Costner, encore marié à Cindy Silva, laisse courir la rumeur. Il expliquera plus tard à Howard Stern, « Les gens avaient besoin de croire à cette histoire d'amour. Je n'ai jamais voulu leur enlever ça. » Mais la vie privée de Whitney sombre rapidement. Son mariage avec Bobby Brown devient un feuilleton tragique. Passion, disputes, violence, cocaïne. Elle avouera à Oprah en 2009 qu'ils se droguaient ensemble tous les jours, qu'ils avaient même un dealer attitré qui venait à la maison. Leur fille Bobby Christina naît en 1993. Les années suivantes sont un enfer médiatisé, réhabilitation, arrestation, l'incident du yacht en Italie en 1997 où Whitney ressort avec 14 points de suture à la joue, l'appel au 911 en 2003 où elle accuse Bobby de l'avoir frappé, les photos chocs publiées en 2006 par sa belle-sœur montrant la salle de bain remplie de pipes à crack. Le divorce est prononcé en 2007. Kevin Costner suit tout cela de loin, inquiet mais respectueux. Il ne la juge jamais publiquement. Il sait que les démons de Whitney sont plus anciens que Bobby Brown. Il sait la pression d'être la voix parfaite, l'image immaculée que Clive Davis a construite, le racisme de certains qui lui reprochaient d'être trop blanche dans sa musique, les rumeurs sur sa relation avec Robin Crawford. Il sait aussi que Whitney a commencé la cocaïne bien avant Bobby, dès la fin des années 80. Le 11 février 2012, tout s'arrête. Whitney est retrouvée inconsciente dans la baignoire de la suite 434 du Beverly Hilton, la veille des Grammy Awards. L'eau est brûlante, presque 34 degrés. Le rapport d'autopsie de 42 pages conclut à une noyade accidentelle aggravée par une cardiopathie athéroscléreuse et la présence de cocaïne. Elle avait 48 ans. 3 ans et 5 mois plus tard, le 26 juillet 2015, Bobby Christina est retrouvée exactement dans la même position. Coma de 6 mois. Mort cérébrale. Même conclusion officielle. La tragédie est absolue. Le 18 février 2012, les funérailles ont lieu à la New Hope Baptist Church de Newark, l'église même où Whitney chantait enfant. 300 personnes à l'intérieur, 8000 dehors. Kevin Costner arrive en dernier, costume noir, cravate noire. Il a hésité 3 jours. Dionne Warwick l'a convaincu, parle avec ton cœur. Il monte à la tribune et parle pendant 17 minutes. Sa voix tremble. Il dit, oui, tu n'étais pas juste jolie, tu étais aussi belle qu'une femme peut l'être. Tu te demandais si tu étais assez bien. Moi je te dis, tu n'étais pas juste assez bonne, tu étais géniale. On a grandi tous les deux dans une église baptiste. On riait des mêmes cantiques. On avait peur des mêmes diacres quand on arrivait en retard. Alors maintenant, accompagne-toi d'une armée d'anges jusqu'à ton Père céleste. Et quand tu chanteras devant lui, ne t'inquiète pas. Tu seras assez bonne. L'église entière pleure. Stevie Wonder, Alicia Keys, Aretha Franklin, tous sont en larmes. 13 ans plus tard, en 2025, Kevin Costner a 70 ans. Il tourne encore, prépare la suite de sa saga Western Horizon. Mais chaque 9 août et chaque 11 février, il publie une photo de Whitney sur Instagram. Pour les 30 ans du film en 2022, il écrit « Il y a des gens qu'on rencontre et qui changent tout. Whitney était ce moment-là pour moi. Je ne parle pas de l'amour que les gens imaginaient. Je parle de l'amour qui ne meurt jamais. » Son héritage est colossal. 200 millions de disques vendus. 425 récompenses. Premier artiste à avoir 7 singles numéro 1 consécutifs. Son hymne national de 1991 est classé trésor national américain en 2021. Le biopic I Wanna Dance with Somebody sort en 2022 avec Naomi Aki. Le documentaire Whitney de Kevin MacDonald en 2018. L'album gospel posthume I Go to the Rock en 2023. Une étoile sur Hollywood Boulevard. Intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2020. Et surtout une voix qui résonne encore dans chaque mariage, chaque stade, chaque cœur brisé. Parce que certaines amitiés ne meurent jamais. Elles deviennent éternelles. Quel est ton moment préféré de Whitney Houston?
Laisse-le nous en commentaire. Et si cette histoire t'a touché, like, partage, abonne-toi. Parce que tant qu'on parlera d'elle, Whitney ne sera jamais vraiment partie.